Bonjour chers auditeurs de Refaisons le Monde. Aujourd'hui, j'ai une petite interrogation pour vous. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que l'amour fait mal, de souffrir en amour? Je ne veux pas dire les peines de cœur passagères qui sont inhérentes à toute relation. Je ne veux pas dire la souffrance liée aux disputes qu'on peut avoir, aux désaccords qu'on peut avoir avec son copain, sa copine. Je veux dire, est-ce que vous vous êtes déjà senti dans une relation que franchement tout du long ça va pas? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de vous perdre dans une relation? Que vous aviez subi des choses que des personnes ne devraient pas vivre? Que vous avez été abusé au-delà de l'aspect physique uniquement? Est-ce que vous vous êtes déjà senti agressé dans une relation? Aujourd'hui, je me propose de vous citer 10 choses que vous ne devriez jamais vivre dans une relation amoureuse. Asseyez-vous bien, prenez un verre de lait, un café, de l'eau, si vous préférez, et on y va. Bonjour chers auditeurs, bienvenue. Si c'est la première fois que vous nous découvrez, nous sommes sur le podcast de Refaisons le Monde, le podcast des personnes qui abordent de façon totalement subjective des sujets d'actualité. Et aujourd'hui, nous allons parler des turpitudes de l'amour, des différentes souffrances qu'on peut vivre en amour, des abus qu'il peut y avoir. Parce que bientôt, le 14 février, nous allons célébrer l'amour, nous allons célébrer la Saint-Valentin. Mais il serait idiot de penser qu'en amour, tout est rose et que tout est bon en tout temps. Parfois, vous pouvez tomber sur des personnes qui vont vous faire vivre des expériences désagréables, qui vont détruire toute estime de vous et même vous empêcher derrière de trouver l'amour ou vous mettre dans des situations où vous aurez besoin de vous reconstruire totalement. Et aujourd'hui, nous allons sans plus tarder aborder 10 points très importants qui, selon moi, vous ne devrez jamais les vivre. Premier point, je pense que toute relation amoureuse qui se respecte est une relation de partenariat, de gagnant-gagnant, où deux personnes, un jour, se sont regardées, se sont plues et ont envie de faire un bout de chemin ensemble. Et qui dit faire bout de chemin ensemble dit respect mutuel. Je sais que même dans la Bible, nous disons que l'homme est le chef de la famille, que c'est Dieu a consacré l'homme en lui donnant le rôle de chef de famille. Mais je pense que Dieu a aussi demandé à l'homme d'être à l'écoute de sa femme et à la femme d'être soumise à un homme. Et de ma petite expérience, je pense que le respect est une base fondamentale dans toute relation. Selon moi, personne dans une relation ne devrait avoir subi des violences verbales. Vous savez, des propos du type qui sont des paroles dévalorisantes, qui ont tendance à vous rabaisser, des injures, ces choses qui vous donnent la sensation d'être des moins que rien. Parfois, vous êtes avec des gens, je vois des couples où ça peut être des hommes, le plus souvent c'est des hommes, mais ça peut être aussi des femmes qui passent le temps à rabaisser leur partenaire, qui en fait toute leur vie ne voient que les erreurs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre de personnes qui, quoi que vous fassiez dans la vie, quelle que soit la façon dont vous vous êtes cassé le cul, dont vous avez donné de votre personne, de votre énergie, de votre force, ces personnes sont toujours insatisfaites. Et là n'est pas le problème. L'esprit humain est par nature insatisfait. Nous voulons toujours plus. Nous estimons que nous pouvons avoir plus.
Mais nous devons garder à l'esprit que l'autre a donné de sa contribution. Et on ne devrait jamais en venir à porter atteinte à l'estime que quelqu'un a de lui-même. Dans certains couples, vous verrez, c'est peut-être votre cas. Il faut vous le demander. C'est peut-être le cas d'un couple ami. Vous voyez l'homme qui dévalorise la femme avec des propos comme « t'es trop grosse, t'es trop nulle, tu ne sais jamais rien faire, toi. J'aurais dû le faire moi-même. À quoi je m'attendais ?» Autant de choses qui donnent le sentiment d'inefficacité. You feel useless. Vous vous sentez comme une merde. Parce que vous pensez, on vous donne le sentiment que jamais vous ne réussissez rien dans votre vie. En fait, vous êtes en couple avec quelqu'un qui devient votre juge. Je ne sais pas. C'est comme si subitement, le couple est devenu une épreuve de mathématiques. Et vous êtes l'étudiant qui vient composer. Et votre partenaire devient le professeur. Et qui se permet d'écrire sur votre copie, sur la copie de vos actes, de vos réalisations, des propos aussi blessants qui viennent en fait à affecter votre image de vous-même et qui au final dégradent votre relation. La deuxième chose à laquelle vous devez faire attention et qui fait souffrir en amour, c'est la manipulation. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans certaines relations qui, une fois qu'elles ont franchi le cap et commencé la violence verbale, vont finir par le justifier en vous disant « c'est de votre faute, c'est classique ». Vous verrez des personnes, ils ont humilié leur partenaire, que ce soit en privé, en public, et ils vous diront simplement « c'est de ta faute ». Tu as fait ci et j'ai réagi comme ça. Non, c'est de ta faute. C'est à cause de ce que tu as fait. Et ce genre de comportement, en fait, en vient à légitimer la violence. Toute forme de violence. En fait, l'agresseur se positionne maintenant en tant que victime. Et vous fait sentir à vous, c'est toi le coupable. Si je t'ai insulté en public, c'est parce que je t'ai vu sourire avec le mec d'à côté. Si je t'ai insulté en public, c'est parce que tu n'as pas bien fait ce qu'on a fait. Ce que je t'ai demandé, ce sur quoi je comptais sur toi. Si je t'ai dit que t'es grosse, ou que t'es nulle, ou que tu ressembles à rien, ou tout simplement, si je t'ai insulté devant nos enfants, mais c'est parce que le repas que tu as cuisiné, il est infect. Mais est-ce que lui, il cuisine? Et même s'il cuisinait, à quel moment on se sent assez légitime, assez en confiance, assez free dans une relation pour en venir à manquer de respect à quelqu'un et du coup derrière de justifier cette violence? Et les personnes qui sont victimes de ça en viennent en fait à perdre confiance en elles parce qu'elles vont intégrer le schéma de l'agresseur, se remettre en cause perpétuellement et toujours en venir à la conclusion qu'elles y sont pour quelque chose. En fait, le cercle de la violence s'écrit dans leur esprit comme c'est moi qui ai causé, il y a eu la violence, donc c'est de ma faute. Alors que justement, parfois, et bien souvent, ces personnes ont des réactions disproportionnées pour des faits de la vie quotidienne. Et comme elles ne veulent pas accepter la normalité, attention, je ne dis pas normalité, anormal, le caractère anormal, le caractère désagréable, le caractère irrespectueux de leurs actes, elles vont se positionner maintenant en victime et du coup, vous fait sentir comme la personne qui est en faute. L'une des choses aussi qui découle
Et ça va de source quand vous êtes avec une personne qui abuse de vous, sur tous les plans, ne serait-ce que psychologique. Vous verrez très souvent que cette personne produit un isolement social autour de vous. Et cela commence par le fait de contrôler tout simplement vos interactions, vos amitiés, vos relations familiales. C'est le conjoint qui trouve que vous allez trop voir votre famille. C'est le conjoint qui trouve que non, vous appelez trop votre maman. C'est le conjoint ou la conjointe qui trouve que non, mais votre frère, il est trop proche de vous. C'est malsain. Oh, vous avez vécu toute votre vie comme ça. C'est le conjoint qui trouve que vos amis de boulot, ils sont pas assez bien pour vous. Ou que votre boulot n'est pas assez bien pour vous. Que vos amis de toujours, ceux avec qui vous avez fait le collège, le lycée, vous étiez proches, aujourd'hui, ces gens-là, subitement, ne sont pas assez bien pour vous. Du moment où eux, ils sont entrés dans votre vie. Et du coup, subtilement, ils produisent autour de vous un éloignement. Et avant même que vous ne le remarquez, vous commencez par vous rendre compte que ils sont maintenant la seule personne qui fait votre monde. Ils finissent par couper vos liens sociaux. Cela a plusieurs avantages. Ça leur permet en fait de maintenir leur emprise sur vous, mais également que personne autour de vous ne se rende compte de ce que vous subissiez et du coup ne se mette en mission pour attirer votre attention sur l'irrationalité de ce qu'ils vous font. En quatrième point, les violences physiques. L'anecdote que je m'en vais vous raconter est absolument dingue. Le jour où on me l'a raconté également, j'étais abasourdi. J'étais en mode what the fuck. Vous voyez, ce genre de truc que vous vous dites, mais comment ça a pu arriver? Un jour, j'étais à table avec ma famille et puis une cousine très lointaine parlait de son petit ami de l'époque. Et elle disait, en fait, elle était sortie dans le quartier et elle s'était habillée en tenue traditionnelle, genre un pagne noué à la hanche bien long qui descend jusqu'aux chevilles et un t-shirt. Elle était allée acheter à quelques pâtés de sa maison. Et son copain de l'époque était à l'arrière d'une moto, remorqué par un ami. Il a croisé en sens inverse, elle ne l'avait pas vu. Et il a demandé à son ami de retourner la moto. Du coup, ils ont fait un sens inverse et ils l'ont rattrapé dans le même sens. Il descend de la moto sans lui dire un truc, sans aucune forme de mise en contact. Il lui donne une claque retentissante au beau milieu de la rue. Vous imaginez quelqu'un avec qui elle n'est pas en relation formelle, hein, ils se sont juste vus, ils se sont plus, il connaît pas sa famille, et qui se sent la liberté de la gifler en public. Et quand bien je demande le motif, encore qu'il ne devrait jamais y avoir de motif qui peut justifier cet acte de barbarie, je l'entends dire, en fait, il m'a giflé parce que il m'avait déjà interdit ce style vestimentaire là. Il m'a dit que pour sortir, je devrais être en jean, ou bien pour aller acheter dans le quartier, je devrais me mettre en jean, t-shirt, voilà, parce que ça correspond plus au standard de fille que lui il aime. Et je lui ai fait la réflexion en lui disant que c'était déjà le premier point avant la gifle. C'était déjà le premier red flag. Vous savez, quelqu'un qui est venu vous draguer, c'est parce que vous lui avez plu. Ça veut dire que votre style vestimentaire lui a plu. Ou ce que vous voyez porter lui a plu. Mais à quel moment se sent-on la liberté de demander à son conjoint
Attention, je ne parle pas des simples compliments ou de petites remarques. À quel moment se sent-on la liberté d'imposer? Parce que tout est dans la subtilité. Je peux dire à ma conjointe, ah oui, je te préfère dans telle tenue. Est-ce à dire que je vais exiger d'elle qu'elle ne porte que telle tenue? Et la phrase aussi a une nuance. Si je la préfère dans ce type de tenue, ça veut dire quand même que je l'aime dans d'autres tenues. Et à aucun moment je ne devrais me sentir la liberté d'influencer la personne qu'elle est, d'influencer son style vestimentaire. Elle peut, de son libre choix ou au cours de notre discussion, si cela lui fait plaisir, et d'abord pour son bien-être à elle, peut-être augmenter la proportion de certaines tenues dans sa garde-robe. Mais là encore, tout est une question de subtilité. Il faut, comme je l'ai dit, qu'elle se sente libre, qu'elle en ait envie. Mais à quel moment le conjoint se sent la liberté d'imposer d'abord un style vestimentaire ou des horaires ou le type de personne à fréquenter, et finalement on vient à lever la main sur son conjoint? Parce que bien souvent, la violence physique est souvent le dernier niveau en fait. La violence, elle a commencé souvent bien ailleurs, par la violence verbale, par des intimidations, des menaces, par de la manipulation. Et quand on n'a pas vu très tôt ces red flags, on en vient au moment où la personne, l'autre, se sent tellement en confiance qu'il peut porter atteinte à l'intégrité physique. Et ça, personne ne devrait vivre ça. Il faut partir bien avant le premier coup. Mais si vous ne l'avez pas fait jusque-là, partez. Il n'y a pas de pardon qui permette de revenir en arrière. Et si vraiment vous devez lui pardonner, je pense qu'il faille lui faire vivre un parcours du combattant pour qu'il prenne la mesure de l'acte qu'il a posé. Parce que vous n'êtes pas sa fille, son enfant. Vous n'êtes pas une personne dont il veut refaire l'éducation. Vous avez votre éducation. Vous allez vous connaître, cheminer ensemble, trouver vos modes de fonctionnement. Vous allez vous influencer d'une certaine façon. Mais vous n'êtes pas un enfant qui a à sa charge et dont il est le garant de l'éducation pour qu'il se sente la liberté de porter la main sur vous. Attention. Faites très attention. Votre sécurité mentale et physique devrait être une priorité. Aucun amour, aussi beau soit-il, ne justifie de mettre en péril la vie. On n'en a qu'une seule. Le 5e point qu'il me semble important d'aborder, c'est de faire attention aux personnes qui ont besoin de tout contrôler. Vous voyez, parfois vous êtes en relation avec des personnes qui ne respectent pas votre espace vital. Bien vrai, selon notre conception de la Bible, l'homme et la femme quitteront leur père, leurs parents et formeront qu'un. Mais même dans cette unité, nous restons des êtres bien distincts. Nous avons chacun notre jardin secret. Nous avons chacun notre espace vital. Des choses que nous aimons faire à deux, mais des choses que nous aimons faire seuls. En fait, devenir un couple ne supprime pas la personne que vous étiez. Sinon, vous risquez de vous perdre. Et je pense que plus vous êtes vous-même, plus vous êtes à même d'investir émotionnellement, physiquement, financièrement dans un couple pour qu'il réussisse. Faites alors attention aux personnes qui, autour de vous, se permettent
d'envahir votre espace vital, de fouiller dans votre téléphone, de chercher à tout moment qu'est-ce que vous faites, de vouloir contrôler vos sorties, les personnes avec qui vous êtes en contact, de vous fliquer quasiment, parce que beaucoup de personnes avec qui j'ai discuté parfois se sentent comme en prison. Ce besoin de contrôle de certains conjoints va jusqu'à dans l'interdiction à leurs femmes, à leurs épouses ou à leurs concubines de travailler. Et ce point est crucial en fait. Ce n'est pas mal pour une femme de ne pas travailler. Mais est-ce son choix véritable? C'est noble pour une femme de se sacrifier, de rester à la maison, de renoncer à une source de revenus pour que sa famille, entre griffes, son mari et elle aient la liberté mentale de se dire qu'il y aura toujours quelqu'un pour s'occuper des enfants. Mais est-ce qu'elle est protégée? Je veux dire légalement. Est-ce qu'elle a un revenu? Ou est-ce que monsieur a compris qu'il doit, d'une certaine façon, il lui doit une certaine rétribution pour le sacrifice qu'elle fait? Parce que ce sont leurs enfants, eux deux. Est-ce que c'est consenti? Est-ce qu'elle l'a voulu? Ou est-ce que c'est une imposition de son mari? Autant de nuances qui pour moi sont fondamentales. Je n'ai rien contre le fait qu'une femme décide de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants. C'est noble, c'est peut-être tout à son honneur. Et celles qui décident de travailler ne déméritent pas non plus. Elles sont valorisantes et valables. Valablement, elles peuvent être fières d'elles. Il n'y a pas de modèle unique. Mais il est important de savoir que beaucoup d'hommes, en fait, vont imposer une pression à leur conjointe pour qu'elle reste à la maison, ne travaille plus, et derrière, devant leur absence de revenus, cela devient une arme de manipulation. Parce que si vous, si vous dépendez d'un homme pour tout, y compris, surtout sur l'aspect financier, vous êtes soumis à ses caprices. Vous êtes soumise au gré du vent. Beaucoup de femmes, parfois, ne peuvent plus s'acheter une bûchette d'allumettes. Beaucoup de femmes, parfois, restent parce qu'elles savent que financièrement, si elles partent, ce sera chaud. Elles n'ont plus de boulot, elles n'ont pas d'économie. Et l'aspect financier est une vraie âme dans les relations. Moi, je trouve que si un jour vous deviez faire ce choix, il est normal que vous ayez une rétribution. Ce n'est pas un salaire qu'on va vous verser. Pour moi, c'est une forme de compensation. Beaucoup diront, ah, nos mamans se sont sacrifiées, elles n'ont jamais fait ça. Mais est-ce que vous avez souvent regardé le couple de vos parents? Est-ce que vous avez jamais demandé à votre maman si elle était vraiment satisfaite de ce choix? Est-ce que vous lui avez demandé si c'était à refaire, si elle le referait? Est-ce que vous lui avez demandé ce que ça lui a coûté de renoncer à travailler? À part le domaine financier, l'aspect épanouissement personnel, l'aspect développement de soi. Est-ce que vous lui avez demandé ce que ça fait de renoncer à ses rêves, à sa formation, à ce qu'elle a appris et à tous les efforts qu'elle a consentis, à la personne même qu'elle est, parce qu'elle a aussi son identité, à part l'identité de femme, de mère et d'épouse. Est-ce que vous lui avez posé cette question? Moi, récemment encore, j'étais en consultation il y a quelques années
Et il y avait un monsieur qui était conducteur de taxi-moto qui avait de sérieuses difficultés financières à honorer ses médicaments. Et comme tout médecin, bon médecin se doit quand même d'être psychologue, je me suis mis à lui demander combien d'enfants ils avaient, de mémoire 4. Qu'est-ce que sa femme faisait? Rien du tout. Et il m'a dit, lui-même il ouvre sa bouche et il dit qu'il lui a interdit de travailler. Je dis, ah bon, pourquoi? Et là je vais halluciner, vous allez halluciner, mais il lui a interdit de travailler parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est claire, et que lui intérieurement il ne supportait pas le fait de la savoir en contact avec d'autres hommes. Vous imaginez un peu le délit. Du coup, vous avez aussi beaucoup d'intellectuels qui disent à des femmes, non, ton doctorat là, laisse ça. Je vais te construire une boutique devant la maison, tu vas vendre. Mais est-ce que c'est le rêve? Est-ce que c'est ce qu'elle veut pour sa vie? C'est pas parce que c'est le modèle de vos parents que c'est le modèle unique, que votre expérience fait foi, que vous avez la science infuse. Surtout, à quel moment se permet-on de savoir ce que l'autre veut pour lui et de décider à sa place? Est-ce que se marier, est-ce que la soumission veut dire renoncement à son identité, à ses rêves? Est-ce que le fait d'être marié veut dire confier toutes les décisions de son couple à son homme? Et ça m'amène au 7e point que je veux aborder avec vous. C'est les rapports que vous entretenez dans un couple. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce podcast. Je suis pour la soumission de la femme. Mais il y a une chose que j'ai remarqué. Une femme qui est aimée, elle est naturellement soumise à son homme. On n'a même pas besoin de lui demander. Et on n'a pas besoin de faire un pataquès autour de cette question, en fait. Et il faut bien comprendre ce que Dieu met dans soumission. Je pense que selon Dieu, en tout cas pour ma compréhension que j'ai de la Bible, c'est que l'homme est le guide du foyer, le chef, le décisionnaire. Mais je ne pense pas qu'être décisionnaire empêche l'homme de consulter sa femme. Et je pense que un couple qui dure, un couple qui vit bien, qui affronte les problèmes et qui transcende est un couple où l'homme écoute sa femme. Moi, personnellement, quand j'ai des problèmes dans ma vie, surtout quand j'ai pas de solution, je dis souvent, attendez, je vais appeler ma femme. Attendez. Et je te fais un petit coucou quand tu écouteras ce podcast. Bien souvent, elle a la solution à tout. Hein. Donc, merci ma Wonder Woman d'être une personne aussi exceptionnelle. Et je vous convie aussi à faire pareil, à demander à vos épouses. N'attendez pas d'elles une solution miracle. Développez l'écoute dans votre couple. Elles peuvent ne pas vous trouver la solution, mais le simple fait de savoir que vous êtes deux esprits, que vous êtes dans un rapport d'égalité, de coéquipier, de partenariat, et non de chef à subordonné, fait toute la différence. Je ne sais pas combien de fois mon épouse se sacrifie pour certaines choses. Et je ne sais pas combien de fois je le fais en retour pour elle. Mais ce n'est jamais vécu comme un sacrifice parce que ce que nous faisons sert à notre couple. Elle ne le fait pas pour moi. Je ne le fais pas pour elle. Ou je le fais pour elle et elle le fait pour moi. Mais la résultante de tout ça, c'est le bien-être de notre couple. Parce que ce qu'elle fait pour moi me fait grandir. Et par conséquent, fait grandir notre couple. Et parce que nous sommes dans une relation d'égalité et de partenariat,
Nous n'avons aucune difficulté à un jour faire passer l'intérêt commun, l'intérêt de l'autre au-dessus du nôtre. Parce que d'une façon ou d'une autre, dans le modèle de relation que nous avons, cet intérêt de l'autre deviendra nôtre. Ainsi, mon épouse et moi, nous définissons les axes sur lesquels nous voulons travailler, les objectifs que nous avons pour notre couple, mais aussi les objectifs personnels de chacun. Parce que comment vous voulez aider quelqu'un si vous ne savez pas ce qu'il vit, ce qu'il affronte, les défis qu'il veut relever? Normalement, votre partenaire devrait être votre premier fan. Vous voyez ce podcast? L'idée m'est venue de mon épouse. Parce que très souvent, nous discutons d'énormément de sujets. Et un jour, elle a dit cette phrase. Parfois, j'aimerais que les choses qu'on se dit, que d'autres personnes puissent y assister, ou puissent entendre ou écouter. Parce que elle disait, selon ses mots, je trouve que c'est très profond. Je me suis dit, waouh, ça rejoignait un de mes buts avant. Et je me suis dit, bah voilà, on peut désormais, on a brainstormé, et c'est comme ça qu'est née cette idée. Et vous l'avez accueilli, mes amis, tous les autres. Et aujourd'hui, nous faisons notre bonhomme de chemin. Et nous comptons aussi sur vous pour nous apprendre des choses. Nous ne pensons pas détenir la science infuse. Bien loin de là. Le 8e point qu'il me semble important d'aborder et auquel vous devriez faire attention, c'est que beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont jamais tort. Parfois, vous êtes en couple avec des gens qui se prennent pour Dieu. Honnêtement, qui pensent savoir ce qui est bon pour vous mieux que vous. Qui pensent savoir ce que vous pensez dans votre esprit. Des personnes qui ne se remettent jamais en cause. Et du coup, n'ont jamais la faculté d'admettre leurs erreurs, de les corriger et donc de changer. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui dit que rien n'est plus dangereux que la certitude d'avoir raison. Et elle est profonde, c'est révélateur. Parce que ceux qui savent qu'ils se trompent peuvent changer de direction. Mais les personnes qui pensent ne jamais se tromper continuent dans la même direction. Elles sont jusqu'au boutiste. Jamais elles n'appuieront sur la pédale de frein. Au contraire, elles vont appuyer sur l'accélérateur. Vous imaginez, vous êtes sur une autoroute et puis quelqu'un, subitement, se retourne et commence par aller à contresens, à pleine vitesse. Bien sûr qu'il y aura un accident, qu'il y aura des carnages, qu'il y aura des morts, qu'il y aura des blessés. Mais c'est ce qu'ils font. Les personnes qui pensent qu'elles n'ont jamais tort ne sont pas assez équipées pour envisager l'hypothèse qu'elles puissent avoir tort. Et Socrate le disait bien. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Grand Corps Malade également dit dans une de ses chansons, il dit que l'adulte est un enfant qui croit qu'il sait. L'adulte est un enfant qui croit qu'il sait. Parce que nous pensons qu'arrivé à l'âge adulte, nous savons la vie, que nous savons tout mieux que tout le monde. Et parfois, imbu de cette certitude d'être omniscient, beaucoup de partenaires parfois s'érigent en Dieu, en maître, en juge, en tout. Ils sont décisionnaires dans le couple. Ils ne sont plus dans une relation de proximité avec leur partenaire. Ils sont devenus ceux qui ont décision, qui jugent de tout, qui décident de tout. Il n'y a plus de discussion. Et je pense que c'est
extrêmement dangereux quand il s'établit ce mindset dans l'esprit des gens. Ce genre de personne va vous user mentalement, psychologiquement, vous épuiser émotionnellement et il n'en ressortira rien de vous. Parce que toutes vos disputes, le mec a raison. Il n'a jamais tort. Donc pourquoi tu veux qu'il s'excuse? Et quand bien même elles viennent à s'excuser, souvent ce sont des fausses excuses. Oui, je n'aurais pas dû, mais c'est ton comportement. On vous replace toujours dans la position où vous êtes la remise en cause. C'est à vous maintenant de trouver une solution à leur problème. Quelqu'un a un problème d'alcoolisme, c'est ta faute. C'est toi qui lui a donné envie de boire. Quelqu'un a des problèmes de colère, mais c'est toi qui l'as mis en colère. Peut-être que c'est toi qui l'as mis en colère. Mais c'est aussi de sa responsabilité de savoir gérer sa colère. Si quand nous sommes en colère, nous avons le droit de tout faire, alors on peut casser la gueule au premier venu. À un moment, il faut savoir raison garder et vous éloigner de ce genre de personnes. Un autre point qui me semble fondamental, c'est que ces personnes vous donnent l'illusion que vous ne trouverez jamais mieux qu'elles. Que elles sont l'alpha et l'oméga de votre vie. Et bien souvent, elles utilisent votre passé contre vous. C'est-à-dire que vous entrez dans une relation et comme il est de bon ton, vous vous dévoilez. Vous essayez de montrer qui vous êtes, vos blessures, vos espoirs, les choses que vous attendez, les choses qu'on vous a faites, ce que vous avez vécu en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, votre passé, en somme. Il vous écoute, il vous analyse, il vous psychanalyse, il détermine dans son esprit quelles sont vos failles, quels sont les endroits où vous avez fauté par le passé, et après, il les utilise contre vous. Personnellement, ça m'est arrivé une fois. J'étais en couple avec une fille et je lui avais avoué une chose de mon passé. Et un jour, elle a utilisé contre moi dans une dispute totalement banale. Et le pire, c'est que ce n'était pas une chose de mon passé qui était de ma responsabilité. C'était un truc qu'on m'avait fait. Et je l'ai vécu vraiment comme une blessure. Parce que c'est pas parce que vous savez quelque chose du passé de quelqu'un que vous devez le brandir et l'utiliser contre lui. Cela brise la confiance, les relations de confiance qui existent et qui pourraient exister à l'avenir. Il faut faire très attention à cela. Un autre point, c'est que toute personne qui vous aime devrait avoir peur de vous perdre. Attention. Je ne dis pas vivre avec la peur. Mais vous voyez, toutes les personnes que nous aimons sont un jour amenées à nous quitter. Soit par en mourant, soit les circonstances de la vie, des imprévus, un voyage. Encore plus dans une relation amoureuse qui par nature est incertaine. Parce que quel que soit l'amour que vous donnez à une personne, vous ne savez pas si elle va tomber en ouvrant la porte sur un mec dont elle va tomber follement amoureuse. Vous ne savez pas si en sortant de chez vous, il va lui arriver un malheur. Vous ne savez pas si elle est sincère. Vous ne savez pas si elle s'en ira. Et du coup, cette incertitude fait que normalement, quand on est en couple, on donne toujours le meilleur de soi. On sait que l'autre n'est pas acquis. Oui, on est bien, on s'aime, on est amoureux. Mais ça ne présage pas de demain. Ça ne veut pas dire que je suis déjà arrivé, comme disent les Ivoiriens.
Et ce n'est pas parce que nous nous sommes même mariés que ça veut dire que je dois relâcher mes efforts. Cet ensemble de choses fait que les bons partenaires entretiennent la flamme. Chaque jour, ils se font la cour, ils sont présents les uns pour les autres. Ils n'oublient pas ce qui fait la force de leur union. Moi, je vois l'amour comme un feu où on met des bûches, on met du bois, on l'alimente à chaque fois pour l'empêcher de s'éteindre. Honnêtement, c'est ma vision que j'ai de l'amour. Et du coup, vous verrez des partenaires qui n'ont pas peur de perdre la personne avec qui ils sont en couple. Soit parce que ils ont l'autre source en prise, ou parce qu'ils sont tout simplement pas sincères, ou tout simplement parce que elles sont juste en couple comme ça, pour passer le temps en attendant le bon. Et du coup, ces personnes-là ne donnent pas le meilleur de ce que vous êtes vous êtes en droit d'attendre. Ces personnes-là ne s'investissent pas. Moi, il m'est déjà arrivé de voir des amis qui m'ont répété, on était en couple, mais je ne me sentais pas en couple. Parce que la relation était à un sens. Et je pense que si c'est votre cas, vous devez vous asseoir avec vous-même et faire le point et vous rendre compte que non, vous méritez mieux. Parce que si vous êtes seul dans la relation, ça veut dire que vous ferez les efforts seul. Vous passez votre temps à courir derrière quelqu'un et vous n'aurez rien en retour. Et bien souvent, il y a un sentiment de lassitude et de vide total qui s'installe. Et on finit par se perdre soi-même en allant à la rencontre de l'autre. Prochain point et non des moindres sur ma liste. Il faut faire attention aux personnes qui ont des réactions disproportionnées. Et ça peut nous arriver à tous. Moi, le premier, parfois, je peux surinterpréter certains actes de la vie. Mais il faut faire attention à ce que cette surinterprétation ne vous empêche pas d'être ouvert au dialogue et d'écouter l'autre et donc de vous rendre compte des choses que vous avez surinterprétées. Beaucoup de gens, en fait, piquent une crise de colère, s'en vont sur quelque chose qu'ils ont estimé être un no-go et sans aucun respect pour la personne en face, s'en vont sans même demander des explications. Je vais donner un exemple tout simple. Vous imaginez, vous rentrez chez vous, vous voyez votre petit ami au lit avec quelqu'un. Vous claquez la porte et vous partez. Et des années après, vous vous rendez compte qu'elle avait été droguée, qu'il s'agissait d'un viol ou je ne sais pas quoi. Attention, je ne suis pas en train de justifier l'infidélité. Mais je pense que devant toute situation, il faut remettre l'église au milieu du village. Il faut s'informer avant de décider de partir. Il faut savoir qu'on est sur la même longueur d'onde avant de piquer la scène de colère et d'insulter les grands-parents de tout le village. Soyez sûr que vous avez bien compris que c'est vraiment ce qui s'est passé. Parce que entre ce que je crois, entre ce qui est perçu, entre ce qui s'est réellement passé, ce que moi j'ai dit, ce que l'autre a compris, il y a tout un boulevard, il y a tout un monde. Du coup, je nous invite à savoir raison garder. Ça, c'est un classique. Attention à la jalousie, surtout venant des hommes. Surtout venant de nous les hommes. Fojo, jalousie d'eau. Honnêtement, j'ai déjà vu beaucoup de mecs ou de femmes être
extrêmement jaloux de leur partenaire. Et cette jalousie se voit dans beaucoup de points qu'on a déjà abordés, dans le non-respect de la vie privée de l'autre, dans l'envahissement, dans le besoin de tout contrôler, dans les impositions, dans les rapports sociaux qui s'installent dans le couple. Vous avez beaucoup de maris qui, vu qu'ils ne sont pas sûrs de leurs forces, de leurs atouts, de la relation dans laquelle ils sont, ou parce qu'ils n'ont pas guéri des blessures passées, imposent, sont tout le temps suspicieux. Ils sont à l'affût, ils recherchent la moindre faute. Et au final, donnent envie à l'autre de partir de la relation. Parce que la relation est devenue toxique, une prison. Ce n'est pas parce que ça vous est arrivé par le passé que toutes les femmes sont comme ça. Ce n'est pas parce que votre mec vous a trompé que tous les mecs du monde sont comme ça. Évitez les clichés, évitez les phrases comme les hommes sont tous des chiens, les femmes sont tous des... Non. Vous valez mieux que ça. Observez, jugez. Et si vous voulez, si vous doutez, demandez l'avis de gens auprès de vous qui ont parfois un œil plus averti ou on recule avec la situation. Important. Autre point important également, il faut faire attention aux histoires d'amour qui vont très vite. Vous verrez dans beaucoup d'histoires qui foirent, dans beaucoup de mariages qui vont droit dans le mur, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pris le temps de bien se connaître. Vous voyez la période où on se rencontre. Il y a d'abord cette période de départ là où on montre ses beaux atouts, on ne montre pas ses défauts. Il y a des gens qui, dans ça là, se mettent ensemble et vivent déjà ensemble. Tiens, il y a des gens, vous allez entendre, ils se sont rencontrés, 3 mois après, ils sont en train de se marier, ou bien, je sais pas, ça va tellement vite, ils ont déjà emménagé ensemble, le bébé est déjà en route. Attention. Ça peut marcher. Mais honnêtement, de vous à moi, combien d'histoires comme ça avez-vous vu et ça a marché? En tout cas, pour ma part, j'estime qu'il faut prendre le temps de se connaître. Parce que même vous, là, vous connaissez pas. Alors, comment tu veux connaître tante Jacqueline que tu as rencontrée, que tu vois à la messe seulement, et qui s'habille bien les dimanches? C'est pas parce que tante Jacqueline, elle est ta soeur en Christ que elle est une sainte, hein? Ah non, 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 mon frère, tu vas tomber de très haut, ta chute sera monumentale. Peut-être que tante Jacqueline, comme toutes les femmes, a ses propres pulsions. Ce n'est pas parce que c'est une sœur en Christ que tu vas penser qu'elle n'a pas des envies, hein. C'est pas parce que c'est une sœur en Christ que tu vas penser que il n'y a pas d'autres hommes qui lui plaisent. Ce n'est pas parce que c'est une sœur en Christ qu'elle sait tenir un foyer, avoir une discussion, parler d'avenir, ou qu'elle sait gérer de l'argent. Tante Jacqueline a une éducation chez elle. Tu vois tonton Cyprien que tu vois à l'église, qui est chanteur, qui quand il prend le micro, il transcende la foule. Tu sens les anges qui sont autour de vous. Tu vois le ciel qui s'ouvre. Peut-être que tonton Cyprien détourne tous les jours dans son boulot. Peut-être que tonton Cyprien a une dysfonction sexuelle. Peut-être que tonton Cyprien a des pics de colère ou bien ne sait pas se contrôler devant l'alcool. Ou peut-être que vous n'avez tout simplement pas la même vision de la vie. Peut-être que tonton Cyprien, il a compris dans la Bible que l'homme est le chef de famille et qu'il va t'interdire de travailler.
c'est ce que toi tu veux? Est-ce que tu connais tonton Cyprien? Ou bien tu t'es arrêté à l'image que tu as décidé de lui donner entre les quatre murs de l'église? Mais est-ce que tu l'as vu en dehors? Est-ce que tu l'as vu avec ses amis? Avec tes amis à toi? Est-ce que tu l'as vu quand vous êtes tous deux à discuter de tout et de rien? Est-ce que tu as vu tonton Cyprien dans son environnement naturel, chez lui, une fois? Est-ce que tonton Cyprien n'attend pas de toi que tu sois sa femme de ménage? Et quand tu vas chez lui, la maison est sale et t'attend, et quand tu viens, on te remet un balai. Mais c'est le même tonton Cyprien qui, à l'église, il s'est fait vibrer le cœur. Attention, attention, il y a beaucoup d'idéalisme qu'on peut voir dans l'amour. Et que quand vous allez trop vite, vous brûlez les étapes, vous ne vous êtes pas connu. Vous entrez dans une relation, vous avez pris des engagements. Et c'est maintenant que vous voulez apprendre à vous connaître. Alors que l'autre peut ne pas vous plaire. C'est comme si vous allez acheter un cadeau. Vous entrez dans un supermarché. Vous fermez les yeux. Vous choisissez un cadeau. Vous remettez ça à quelqu'un. Il vous emballe ça. Imaginez vous arrivez et c'est du poivre il y a dedans que vous avez offert à quelqu'un. Vous voyez, non, ça peut ne pas marcher. Attention les amis. Faisons très attention. Il y a aussi beaucoup d'hommes, et ça, ce sont les deux pépites pour la fin. Beaucoup d'hommes qui n'ont aucun respect pour les événements de la vie. Vous voyez ces gens de personnes, je parle des hommes, mais c'est valable pour les femmes aussi, qu'il s'agisse d'un enterrement, d'un anniversaire, d'un mariage, du nouvel an, de Noël. En fait, tous les jours se valent pour eux pour faire des scandales. Ils n'ont aucune retenue. En fait, vous êtes dans des situations où, franchement, il vous est arrivé quelque chose. Mais votre conjoint, au lieu... Et c'est peut-être de votre faute. Hein. Peut-être que, honnêtement, vous l'avez même mérité. Mais votre conjoint, au lieu d'être votre premier support et de chercher plus tard le moyen de vous dire, tu vois, tout ça, c'était évitable. C'est le jour-là même. Vous imaginez peut-être vous avez eu un accident parce que vous êtes sorti du bureau trop pressé pour aller chercher les enfants. Vous n'avez pas fait assez attention et il y a une moto qui vous a renversé. Clac! Vous êtes tombé. Heureusement, ça va. Vous avez pu vous relever. Mais ça aurait pu être pire. Et votre mari, il est appelé aux urgences. Il vient et il pique une crise de colère. Mais comment ça se fait que tu ne peux pas regarder la route avant de traverser? À ton âge là, respecte-toi. Peut-être que c'est de votre faute. Mais est-ce ce dont vous avez besoin à ce moment-là? Vous avez perdu un proche. C'est votre période de deuil. Peut-être que votre proche est un salaud. Peut-être que, honnêtement, tout le monde est content qu'il soit parti. Mais est-ce que vous avez besoin qu'on célèbre sa mort comme un champagne? Ou que le jour de sa mort soit le moment pour régler d'autres situations, des problèmes qui peuvent attendre? Vous avez de ces personnes-là qui, en fait, quel que soit le jour, eux, ils sont à l'aise. Ils se sentent bien pour discuter de tout. Et je trouve que c'est dangereux. Parce qu'avec ce genre de personnes, il n'y a plus rien de sacré. Ça devient un jour comme un autre, un jour banal. Votre anniversaire que vous avez attendu pendant 1 an. Ce genre de personne vient entacher l'image, les souvenirs que vous avez à tout jamais. Parce qu'ils n'ont aucun frein, aucune retenue. Ils n'ont pas les codes sociaux, ils ne savent pas juger de la pertinence de leur réaction. Et le dernier point, c'est le contrôle de vos interactions sociales quand vous êtes en public. Parfois, vous êtes avec un groupe d'amis, vous êtes en couple, vous sortez, vous faites des sorties de couple.
Et il y a votre conjoint ou votre conjointe qui vous empêche ou qui veut décider de ce que vous pouvez demander aux autres. Ou vous êtes à votre dîner de famille, mais vous avez cette impression que vous ne pouvez pas tout dire, vous ne pouvez pas poser toutes les questions qui vous plaisent. Oui, vous n'avez pas à tout demander autour d'une table. Certaines questions peuvent être malaisantes. Mais normalement, en tant qu'adulte, vous deviez être pourvu de tout ce qu'il faut pour savoir ce que vous pouvez demander ou ne pas demander. Mais vous avez l'impression que ce genre de personne veut contrôler tout ce que vous dites, de la façon dont vous le dites, à qui vous le dites. C'est comme si ces personnes vous infantilisaient. Et bien souvent, ces personnes ont construit une image qui n'est pas en adéquation avec l'image réelle. Et pour rester dans leur gamme de temporalité ou de spatialité, ils vont vous faire jouer dans un film auquel vous n'êtes normalement pas acteur. En contrôlant tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, parce qu'ils savent que des fissures peuvent apparaître dans le verre. Et parfois, ce sont des questions qu'on vous pose à vous, mais vous n'osez pas répondre librement parce que vous ne savez pas ce que vous êtes en droit de dire. Alors faites attention. Voilà, terminus. Tout le monde descend. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast permettra de répondre à certaines de vos questions. Surtout les personnes qui se demandent si c'est normal de vivre ce genre de choses. Et les violences intrafamiliales sont nombreuses. Avec des chiffres alarmants. Et je pense que il est important en ce début d'année de lever le voile dessus, de dénoncer, de dire que ce n'est pas normal. Je vous souhaite du courage, parce qu'il en faut, pour reconnaître que c'est peut-être vous qui êtes en train de bully votre partenaire. C'est peut-être ce que vous avez appris, ce que vous avez vu vos parents faire, mais ce n'est pas normal. Partez de zéro maintenant et devenez un héros. Changez de mentalité. Vous êtes peut-être témoin, vous vous taisez. Vous vous demandez peut-être si c'est normal. Maintenant, vous savez. Allez. Pour finir, vous connaissez la recette. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo à 3 personnes de votre entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes, et ainsi de suite. Et il y a encore près de 50% de personnes qui regardent nos vidéos sans s'abonner. Ce n'est pas normal. Allez, on se capte très bientôt. À plus. Et je vous annonce qu'on a de très beaux projets qui viennent. Des sujets. Prenez le rendez-vous et à bientôt.